On va étudier maintenant les propriétés colligatives des solutions. En fait, la caractéristique principale des propriétés colligatives, c'est qu'elles ne dépendent que de la quantité de soluté et pas du tout de la nature de ces solutés. Il y a trois grandes propriétés colligatives qui sont traditionnellement étudiées. C'est l'ébullioscopie, c'est-à-dire la température d'ébullition d'un liquide en fonction du fait qu'il est pur ou qu'il contient des solutés, c'est-à-dire qu'il joue le rôle d'un solvant. La cryométrie, qui est un peu l'équivalent, sauf que c'est de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va voir comment la présence de solutés abaisse la température de congélation ou de solidification d'un liquide. Et enfin, la pression osmotique, une pression osmotique qui est très importante, en particulier dans les phénomènes biologiques, comme ceux qui font de la biologie auront l'occasion ou ont déjà l'occasion de le voir. Avant d'attaquer ces propriétés colligatives, on va s'intéresser à une notion importante, c'est solubilisation d'un composé. En effet, si on veut étudier l'influence d'un soluté, il faut d'abord savoir comment ce soluté est passé en solution dans un liquide. J'ai dit liquide, donc j'ai un peu anticipé sur la phrase que je vous annonce maintenant, c'est-à-dire que dans ce chapitre, on n'utilisera que des solvants liquides. En revanche, le soluté, lui, il peut être gazeux ou il peut être condensé. Et donc, on va commencer par voir ce qu'il se passe lorsqu'on solubilise un composé condensé dans un liquide. Eh bien, la réaction conduit toujours à l'équilibre. Si le composé X est celui qu'on veut utiliser comme soluté, eh bien, à l'équilibre, lorsque la solution se sera formée, s'il reste du X condensé, on aura à l'équilibre X condensé en équilibre avec X dissous. Et la constante de cet équilibre, puisque chaque fois qu'il y a un équilibre, il y a constante d'équilibre, le rapport de cet équilibre, la valeur de la constante, c'est le rapport des activités. On va écrire que K, constante de cet équilibre, égale l'activité de l'espèce dissoute sur l'activité de l'espèce condensée. Pour un soluté, l'activité, c'est X du soluté, fraction molaire du soluté, et pour le composé pur condensé, c'est 1. Donc nous avons finalement la constante de cet équilibre égale XS. Je vous ai mis que la valeur de K ne dépendra donc que de XS et de T. En effet, la valeur de K ne dépend a priori que de T. Mais donc, lorsqu'on aura une température, on aura une valeur de K qui nous sera imposée et donc une valeur de XS, fraction molaire du soluté dans la solution. Et le fait de rajouter du solide X ne changera rien à la valeur de XS, c'est-à-dire de la quantité de X qui sera passée en solution. Maintenant, on va s'intéresser au gaz. Eh bien, pour dissoudre un gaz, en général, on réalise dans une enceinte fermée, on met le liquide que l'on veut utiliser comme solvant et on introduit une pression de gaz, on agite ceci et on attend que l'équilibre s'établisse, c'est-à-dire que la pression du gaz ne bouge plus, ne varie plus, qui est le signe que le gaz a fini de passer en solution. Et là aussi, on aura toujours un équilibre. Le composé que l'on veut si le composé que l'on veut dissoudre, c'est X, on a X gaz qui sera en équilibre avec X dissous. Et encore une fois, la constante de cet équilibre, c'est le rapport des activités. La constante, c'est activité du soluté sur activité du gaz. L'activité du soluté, comme précédemment, c'est la fraction molaire du soluté. Et l'activité du gaz, c'est la pression du gaz divisée par la pression standard que je note P0. Je vous rappelle que P0 vaut 1 bar. Donc, on pourra écrire que K égale X du soluté sur Px. Si on prend la précaution d'écrire Px en bar, à ce moment-là, on a bien effectivement la possibilité de simplifier par 1 sans problème. Et ce qu'on retient de cette expression, c'est que
encore une fois, la constante K ne dépend, bien entendu, du solvant, du soluté, et dépend de la température. Donc, pour un couple solvant-soluté donné, XS ne dépendra que de la température. Ne dépendra pas que de la température, puisque, en effet, dans la valeur de K qui est constante, on voit que XS va augmenter quand Px va augmenter. Ici, donc, la fraction molaire de soluté dépend de la température pour la valeur de K, mais également de la pression du gaz au-dessus. Je vous fais une petite remarque ici pour dire qu'on peut remplacer le X du soluté par la concentration à X dissous en utilisant le volume molaire du solvant. Le volume molaire du solvant, c'est pas compliqué, c'est le volume d'une mole de solvant. On écrit X du soluté égale N du soluté sur N total, c'est-à-dire N soluté plus N solvant. En réalité, N soluté va la plupart du temps être très faible par rapport à N du solvant, ce qui revient à dire que l'expression que je vous ai donnée va pouvoir être à peu de choses près et sans faire une grosse approximation, être assimilée à N soluté sur N solvant. Je néglige N soluté dans la somme N soluté plus N solvant. Lorsque j'ai une fraction comme ça, vous savez depuis la seconde ou à peu près que j'obtiens une fraction égale en multipliant le numérateur et le dénominateur par une même valeur non nulle. Ici, je vous propose Vm. Et donc, l'expression devient N soluté Vm sur N solvant Vm. Or, N solvant, c'est le nombre de moles de solvant, Vm, c'est le volume d'une mole de solvant. Ce qui revient à dire que le dénominateur, c'est le volume de solvant. Or, la définition de la concentration, c'est le nombre de moles de soluté sur le volume de la solution. En réalité, on va dire le volume du solvant. Donc ici, il me reste le Vm du numérateur qui n'a pas été utilisé et le reste est égal à la concentration en soluté. J'ai donc X soluté égale concentration en X que multiplie Vm, volume molaire du solvant. Je vais continuer en vous parlant des deux grands types de solubilisation qui se rencontrent. Le premier, donc, on va dire que lorsqu'un composé X est mis en solution dans un solvant S, eh bien, il va pouvoir se produire deux phénomènes distincts. Le premier, c'est que la molécule X qui passe en solution reste sous la forme de molécule X. Bien entendu, cette molécule sera solvatée par le solvant, mais restera sous la forme de molécule X. Mais à ce moment-là, bien entendu, ce qu'on appellera la concentration colligative, celle qui interviendra pour expliquer l'évolution des propriétés colligatives des solutions, eh bien la concentration colligative sera égale à la concentration introduite, ce que je vous ai noté sous la forme C col pour colligative égale C int pour introduite. La deuxième possibilité, c'est que la solubilisation s'accompagne d'une véritable réaction chimique. Cette réaction chimique est appelée solvolyse de dissociation de X. Eh bien, on a des exemples, par exemple NaCl, qui est un sel solide, si on le met dans l'eau, devient Na+, plus Cl-. De la même manière, l'acide chlorhydrique, si on le met dans l'eau, va donner lieu à la réaction HCl plus H2O donne H3O plus Cl-. Et à ce moment-là, lorsqu'on voudra utiliser la concentration qui devra donc être la concentration colligative, on devra prendre en compte le fait que la molécule introduite s'est dissociée. Et dans les deux cas, vous voyez, aussi bien pour NaCl que pour HCl, l'introduction d'une unité de soluté, de future soluté, conduit à la présence de deux ions. À ce moment-là, ça veut dire que dans ces deux cas, la concentration colligative sera égale à 2 fois la concentration
introduite. Si j'avais pris Na2SO4, Na2SO4 dans l'eau donne 2 Na+, plus SO4 2-. À ce moment-là, vous voyez que pour un Na2SO4 introduit, j'obtiendrai 2 Na+, et 1 SO4 2-, c'est-à-dire 3 unités de soluté, et alors la concentration colligative serait égale à 3 fois la concentration introduite. On va maintenant attaquer la première de ces propriétés colligatives, c'est l'ébullioscopie. Ce que je vous mets en remarque préalable, c'est que la température d'ébullition d'une solution contenant des composés non volatiles est toujours supérieure à celle du solvant pur. On parle toujours du même solvant. J'utilise le solvant S pur et puis j'utilise le solvant S pour dissoudre des solutés non volatiles. Eh bien, je vais, avant de parler beaucoup plus loin de la température d'ébullition, je vais vous rappeler quelques mots sur la température d'ébullition. En fait, ce que l'on sait, c'est que lorsque l'on a un liquide, il est toujours surmonté de sa phase de vapeur qui est à la pression PS, en pression de vapeur saturante. On dit que le liquide est en équilibre avec sa vapeur, donc, et que la constante d'équilibre, c'est la pression de vapeur saturante du gaz. La température d'ébullition, par définition, sera celle pour laquelle PS, pression de vapeur saturante, est égale à la pression extérieure. Ce qui revient à dire que lorsqu'on parle d'une température d'ébullition, elle n'a de signification que si on indique à quelle pression elle est mesurée. Donc, ceci est très important. On dit par exemple très fréquemment que l'eau bout à 100 degrés. Eh bien, on doit préciser que l'eau bout à 100 degrés sous la pression atmosphérique. Si on fait le vide au-dessus de l'eau, on va observer des températures d'ébullition plus basses. Et dans les cocottes minutes, par exemple, les autocuiseurs, on sait que on a des pressions supérieures à la pression atmosphérique à l'intérieur de l'autocuiseur. Et donc, la température d'ébullition sera supérieure à 100 degrés. Je vous rappelle également que la loi d'évolution de PS avec T, en réalité je dis PS, mais c'est la constante d'équilibre, ln de PS égale delta vap H0 sur RT0 eb. T0 eb, c'est la température standard d'ébullition du liquide, moins delta vap H0 sur RT. Cette relation a été établie, alors elle a été établie non pas avec ln de PS, mais avec ln de K, lors des cours de thermodynamique, en particulier du second principe et de l'étude des équilibres qui découlent de ce second principe. On va maintenant passer à l'expression de la constante d'équilibre étudiée. Ce que je vous dis, c'est qu'on étudie l'équilibre S liquide en équilibre avec S gaz. Pour le solvant pur, la constante d'équilibre, ça va être A gaz, activité du gaz sur l'activité du liquide. L'activité du gaz, c'est toujours P du gaz sur P0. Et l'activité du liquide, puisque le liquide est pur, c'est un composé condensé pur, son activité est égale à 1, ce qui revient à dire que la constante pour l'équilibre avec le solvant pur, c'est P du gaz sur P0. Et donc, je vais pouvoir poser P du gaz si je prends la précaution d'écrire systématiquement P de gaz en barre. Pour la solution, eh bien, je vais avoir la même expression, c'est A du gaz sur A du liquide. Donc, je vais toujours avoir P du gaz sur P0 pour l'activité du gaz. Mais en revanche, pour le solvant, qui cette fois-ci n'est pas pur, je vais avoir fraction molaire du solvant. Et donc, je vais écrire que le K de la solution, c'est, si je prends la précaution d'écrire P du gaz en barre, eh bien, P0 étant égal à 1, j'arrive finalement à P du gaz sur X du solvant. Ensuite de quoi, je vais utiliser la relation qui nous donne la variation de la constante d'équilibre en fonction de la température. Cette expression a aussi été établie
dans le cours de thermodynamique, dans le cadre de l'étude des équilibres du second principe, c'est d de ln de k sur dt égale delta vap h0 sur r t carré, qui va pouvoir se réarranger pour mettre d'un côté la variable ln de k et de l'autre côté la variable t, comme ceci, d de ln de k égale delta vap h0 sur r dt sur t carré. On voit ici que j'ai séparé les variables ln de k ou k, si vous voulez l'employer comme ça, et de l'autre côté la température en Kelvin. On peut comparer, alors maintenant, on va se trouver devant une situation où on va pouvoir faire deux études distinctes. On va pouvoir comparer les solutions du solvant S avec la solution dans les situations que je vais vous évoquer. D'abord, on va se placer à température commune. D'un côté, j'aurai donc le solvant S pur et de l'autre côté, la solution. Et je vais mesurer la pression du solvant, la pression de la vapeur du solvant au-dessus du solvant pur et au-dessus de la solution. Et en fait, l'autre possibilité, ça va être d'étudier les mêmes solutions d'un côté, solvant pur de l'autre, mais cette fois-ci à une pression commune. Et dans ce cas, c'est clairement la température d'ébullition qui va varier. Je vous propose donc de commencer par étudier l'évolution de la pression d'équilibre du gaz. Donc on se place à une température donnée et on mesure la pression de S gaz au-dessus de S pur et au-dessus de la solution, c'est-à-dire ce que l'on obtient lorsqu'on a dissous un composé A non volatile. Alors, c'est un constat qu'on va justifier, en fait, qu'on va expliciter par une mise en équation adaptée. La pression au-dessus de S pur est toujours supérieure à celle au-dessus de la solution. Et pour l'établir, on va utiliser les expressions de la constante d'équilibre dans les deux cas. Dans le cas du solvant pur, dans le cas de la solution. Cas solution, on a vu que c'était activité du gaz sur activité du liquide, c'est-à-dire sur P du gaz sur X du solvant. Et cas pur, on a vu que c'était PS, comme je vous le mentionne à la suite. Et donc ici, comme la température est commune aux deux systèmes, on va avoir K, qui est une constante d'équilibre, qui ne dépend elle que de la température, donc elle va avoir la même valeur pour la solution et pour le solvant pur. Et donc, maintenant, j'écris donc que PS sur P0 pour le solvant pur égale P du gaz sur P0 que multiplie X du solvant, fraction molaire du solvant, les deux expressions que je vous ai établies juste au-dessus. Vous voyez qu'il est facile de simplifier par P0 et de faire apparaître X du solvant d'un côté et P du gaz sur PS de l'autre. Comme dans la solution, le solvant n'est pas pur, sa fraction molaire est forcément inférieure à 1 et donc cela signifie que P du gaz est forcément inférieur à PS. On va maintenant se placer dans l'autre situation, c'est-à-dire que on va travailler à une pression commune pour ce qu'il se passe au-dessus du solvant pur et ce qu'il se passe au-dessus de la solution. Et on va donc, pour avoir une pression commune, on va observer que la température à laquelle on devra se placer dans la solution est supérieure à la température à laquelle on doit se placer pour le solvant pur. Je mets de nouveau tout cela en équation en utilisant l'expression des deux constantes dans les deux situations. On a d de ln de k égale delta vap h0 sur r dt sur t carré qu'on intègre cette fois-ci entre le solvant pur et la solution. J'ai donc d de ln de k, si je l'intègre entre le solvant pur et la solution, ça me fait donc ln de k solution sur k pur. Or, K solution, on a vu que c'était P du gaz sur
X du solvant, et K pur, on a vu que c'était P du gaz. P du gaz étant le même, il va me rester ln de 1 sur X du solvant. Si vous avez des petits doutes, vous pouvez reprendre ces expressions sur un papier et constater que ça marche bien comme ça. Et de l'autre côté, quand je vais intégrer delta vap H0 sur R dt sur T carré entre la température pour le solvant pur et la température pour la solution, je vais avoir la primitive de dt sur T carré, c'est moins 1 sur T, ce qui nous fait donc moins 1 sur T solution, moins par moins, ça fait plus 1 sur T pur. Vous voyez que j'ai mis dans la parenthèse de l'avant-dernière formule 1 sur T pur moins 1 sur T solution. Vous voyez que ça marche bien. Je vais maintenant transformer la parenthèse en une seule fraction. Donc, dans la fraction, il apparaîtra T solution moins T pur sur T solution que multiplie T pur. Pour réarranger cette expression, je vais noter T solution moins T pur égale delta T. Cette valeur de delta T est relativement faible toujours par rapport à T solution et à T pur. Ce qui revient à dire que T solution et T pur sont assez voisines pour pouvoir poser que T solution pratiquement égale à T pur et que donc dans la dernière formule qui est au-dessus, je vais remplacer T solution par T pur, il me restera donc T pur carré. Vous voyez donc que j'aurai ln de 1 sur X du solvant égale delta vap H0 sur R, delta T sur T pur carré, formule que je vous mentionne ici, ln de 1 sur X du solvant égale moins ln de X du solvant égale delta vap H0 sur R, delta T sur T pur carré, mais on a déjà vu, me semble-t-il, que X du solvant égale 1 moins X du soluté, ce qui revient à dire que moins ln de X du solvant égale moins ln de 1 moins X du soluté ou des solutés, j'ai mis un S parce qu'il peut y avoir un ou plusieurs solutés, on pourra les additionner de manière totalement adaptée. Et donc, finalement, il nous vient ln de X du solvant égale ln de 1 moins X des solutés, et si on fait un développement limité de ln 1 moins X des solutés, en sachant que X des solutés est toujours très faible par rapport à 1, eh bien, on va avoir moins ln de 1 moins X des solutés sensiblement égal à X des solutés, ce qui revient à dire que la relation va devenir X soluté égale delta vap H0 sur R, delta T sur T pur carré, ou encore delta T égale RT pur carré sur delta vap H0, X soluté. Comme on a déjà eu l'occasion de le mentionner, on peut mettre en évidence la concentration plutôt que la fraction molaire en utilisant le volume molaire du solvant. Vous vous rappelez que X soluté égale concentration en X que multiplie volume molaire du solvant. Et donc ici, vous voyez que je remplace donc X soluté par Vm que multiplie concentration en soluté et j'arrive à delta T égale RT pur carré Vm sur delta vap H0, c'est du soluté. On peut écrire cette expression sous la forme delta T égale Kf que multiplie concentration en soluté, en posant tout simplement que Kf c'est RT pur carré Vm sur delta vap H0. Bien entendu, pour utiliser cette expression, la concentration en soluté doit être la concentration colligative. On a vu dans un paragraphe précédent comment on passe de la concentration introduite à la concentration colligative à la condition de connaître le mode de dissolution du ou des solutés. Une fois qu'on a vu les bigoscopies, eh bien on va voir l'équivalent, grosso modo, avec la cryoscopie.
En fait, ce que je vous dis, c'est que la température de congélation ou de solidification d'un solvant pur est toujours supérieure à celle d'une solution obtenue à partir de ce solvant. On remarquera que cette fois-ci, on va étudier des équilibres entre solides et liquides, c'est-à-dire entre composés et condensés, et donc on peut considérer que la pression aura un effet tout à fait négligeable. On peut parfaitement négliger la pression sans commettre d'erreurs significatives. Cette fois-ci, donc, l'équilibre étudié, c'est S solide en équilibre avec S liquide. La constante, ça va être l'activité du liquide sur l'activité du solide, c'est-à-dire la fraction molaire du liquide sur la fraction molaire du solide. C'est-à-dire encore que pour un composé pur, dans tous les cas, X solide est toujours égal à 1. Même si on a un mélange de solides, on considère que chaque solide est seul dans sa phase et que donc sa fraction molaire est égale à 1. Ce qui revient à dire que pour K pur, la fraction molaire du liquide c'est 1, la fraction molaire du solide c'est 1, K pur est donc égal à 1. Et pour la solution, on aura donc la fraction molaire du liquide sur 1, c'est-à-dire fraction molaire du liquide. Je le répète ici, X solide est toujours égal à 1. Alors on va faire un traitement analogue au précédent, c'est-à-dire qu'on va intégrer la constante d'équilibre entre le liquide pur et la solution, et donc on est de nouveau rendu à ln de K solution sur K pur. Vous voyez que K solution, on a dit que c'était X du liquide, donc, et que le reste est égal à 1, et donc en revanche, on va avoir le delta fuse cette fois-ci, puisque la réaction étudiée, c'est la fusion ou la solidification, selon le sens dans lequel on se place. C'est donc l'enthalpie de fusion, l'enthalpie standard de fusion sur R, 1 sur T pur moins 1 sur T solution. Comme précédemment, je transforme la différence de deux fractions en une seule fraction, en mettant un dénominateur commun T pur que multiplie T solution. Les mêmes approximations étant faites, on va avoir donc delta T pour le numérateur de la fraction entre parenthèses, et on va pouvoir noter T pur carré au lieu de mettre T solution que multiplie T pur, et je suis ainsi rendu à ln de X liquide, delta fuse H0 sur R, delta T sur T pur carré. Et donc le X du liquide, je vous rappelle que c'est la fraction molaire du solvant dans la solution. Donc cela revient à dire que je vais pouvoir encore écrire X liquide égale 1 moins X des solutés. Et avec tout cela, je vais arriver à un delta T qui va être négatif. En fait, je n'ai pas mis le signe moins, et c'est une erreur importante. C'est que, en fait, le développement limité de ln 1 moins x soluté, c'est moins x soluté. Et donc, ce que vous devrez mettre ici, parce que c'est très important, c'est que delta t égale moins, le moins ne figure pas et vous pourrez bien entendu le mentionner, le rajouter, moins r t pur carré sur delta fuse h0, x soluté. Bien entendu, ceci va pouvoir devenir, en utilisant x soluté égale Vm que multiplie concentration en soluté, delta T égale moins toujours RT pur carré Vm sur delta fuse H0 que multiplie C soluté, qu'on va pouvoir écrire delta T égale K cryoscopique que multiplie C soluté, en posant K cryoscopique égale moins, encore une fois, le moins doit apparaître, RT pur carré Vm sur delta fuse H0. Donc, dans toutes ces formules, le delta T est affecté d'un signe moins, le delta T est négatif, c'est un abaissement de la température de solidification qui est observée. Enfin, on va attaquer la dernière propriété colligative que je vous propose d'étudier ici, c'est la pression osmotique. Eh bien, ce que je vous dis, c'est que lorsqu'un solvant
pur est en contact avec une solution, il y a attraction du solvant pur vers la solution. On va constater, lorsque cela est possible, que le solvant pur va se déplacer de manière à diluer la solution voisine. Et pour étudier ce phénomène-là, je vais utiliser le procédé expérimental suivant. J'ai un tube à nu, j'admets qu'il n'est pas bien joli, mais c'est comme ça que j'ai pu m'en sortir. Donc, ici, vous voyez, au milieu du tube à nu, dans la partie basse, j'ai une paroi semi-perméable. Une paroi semi-perméable, eh bien, ça va être une paroi dont les pores, les trous seront suffisamment petits pour permettre au solvant de traverser, mais trop petits pour permettre au soluté de traverser également. Donc, seul le solvant peut traverser la paroi semi-perméable. Au départ, je place à gauche le solvant pur, à droite la solution, et je maintiens ceci à une température constante, et là je dirais que exceptionnellement je peux aller me promener le temps que ce système évolue vers l'équilibre. Et que se passe-t-il lorsque je reviens après m'être bien reposé et que le système a bien travaillé? Eh bien, je constate que le niveau dans le solvant pur est plus bas que ce qu'il était à l'origine et le niveau dans la solution est plus haut. Ce qui revient à dire clairement que du solvant pur a traversé la paroi semi-perméable et a contribué à diluer la solution. Ce que je vous propose de mentionner, de remarquer, c'est que à un endroit où il y a du liquide des deux côtés, par exemple au niveau de la paroi semi-perméable, la pression est plus forte dans la solution que dans le solvant pur lorsqu'on est à l'équilibre. Pour exprimer ceci, je vais utiliser l'égalité du potentiel chimique du solvant dans les deux phases. Alors je vous rappelle que le potentiel chimique, c'est l'enthalpie libre standard molaire du composé pour lequel on exprime ce potentiel chimique. Eh bien, ce que je voudrais également vous rappeler, c'est que le potentiel chimique, que l'on note généralement mu, pour un composé dépend de son potentiel chimique standard, mu0. Ce potentiel chimique standard est fonction de T, de la température, mais il est pris à l'état de corps pur sous la pression standard, c'est-à-dire la pression P0. Et ce même potentiel chimique dépend de son activité dans le milieu, et cette activité, je vous rappelle qu'elle est égale à 1 pour un corps pur condensé, elle est égale à P sur P0 pour un gaz que l'on supposera parfait, et à sa fraction molaire X pour un composé condensé dans un mélange. Quand je dis composé condensé dans un mélange, ça peut aussi bien être deux liquides que l'on a mélangés que un soluté et un solvant. Les deux sont des composés condensés dans le mélange. Mais pour le composé condensé, on aura aussi l'effet de la pression. Et je vous rappelle maintenant que je vais plutôt vous aider à retrouver la relation qui donne l'évolution de G d'un corps pur lorsque P varie. Pour cela, on va faire des petites manipulations des fonctions d'état, des fonctions thermodynamiques d'état. G, enthalpie libre, égale H, enthalpie moins TS, T, température en Kelvin, S, entropie. H, c'est U plus PV, et donc le TS, je le laisse tel quel. Et si j'écris l'expression différentielle de cette relation, je vais arriver à dG égale du plus PdV plus VdP. La différentielle de PV, c'est PDV plus VdP, moins TdS moins SdT. De la même manière, D de TS égale moins TdS moins SdT. Mais je vais pouvoir rappeler également que du, c'est égal par définition à delta Q moins P extérieur dV, que je pourrais introduire à la place de du. Et donc, à ce moment-là, il nous vient dG égale le delta Q, petit delta,
moins P extérieur dV, plus PdV, plus VdP, moins TdS, moins SdT. Vous vous étonnez peut-être de voir apparaître des couleurs, vous vous dites ça cherche à faire un peu artistique. Non, non, c'est juste pour vous rappeler que, d'abord, je voulais préciser une petite chose, c'est que G est une fonction d'état, sa variation dépend de l'état initial et de l'état final de la transformation, mais pas du tout de la façon dont s'effectue cette transformation. Comme ici, il m'est plus commode d'utiliser une transformation réversible, eh bien, je vais utiliser une transformation réversible, puisque G ne varie pas à partir de là. Si je suis dans le cadre d'une transformation réversible, j'ai P extérieur dV égale PdV, puisque la définition d'une transformation réversible, c'est une transformation au cours de laquelle on a l'équilibre du système en interne et en externe. Et puis, j'ai la définition de l'entropie, c'est ds égale delta Q réversible sur T, donc delta Q égale TdS si la transformation est réversible. Et donc, maintenant, je vois que le petit delta Q que j'ai mis en vert est égal au TdS que j'ai mis en vert. Donc, ces deux-là vont se simplifier, les deux verts vont se simplifier, les deux bleus vont également se simplifier, et donc, j'arrive finalement à dG égale VdP moins SdT, et si je me place à température constante, j'arrive donc à dG égale VdP. Et pour une mole de composé à température constante, j'aurai le d mu, variation du potentiel chimique du composé, égale volume molaire du composé, dP. Cette relation que j'ai appelée relation 1, on va l'utiliser dans la diapo précédente, dans la diapo suivante. Je vous demande donc de la visualiser. d mu égale Vm dP. Et donc, si on intègre cette relation entre la pression standard et la pression P du composé dans l'état étudié, on a une variation de son potentiel chimique due au fait qu'il n'est pas à P0. Cette variation, delta mu i, ça va être l'intégrale entre P0 et Pi de Vm dP, ça va donc être Vm Pi moins P0. Puisque Vm est constant, je peux le sortir du signe intégral, et donc l'intégrale de dP entre P0 et Pi, c'est Pi moins P0, évidemment. Si maintenant j'attribue l'indice 1 au solvant pur et 2 à la solution, eh bien je vais avoir mu1 à T et P1 égale mu0 à T plus RT log de 1, puisque le composé pur, ça nous fait sa fraction molaire, c'est 1, plus Vm P1 moins P0. Et puis pour mu2, donc pour la solution cette fois, je vais avoir mu2 à T et P2 égale mu0 à T, le même que précédemment, plus RT ln de x du solvant, plus Vm P2 moins P0. Ici, à l'équilibre, j'ai forcément mu1 égale mu2. Et donc, il va venir à l'équilibre et à température constante, à température commune, bien entendu. Il va donc venir RT ln de x du solvant plus Vm P2 moins P0 égale Vm P1 moins P0. Vous voyez bien que j'ai le premier, mu1, je l'ai mentionné dans la seconde partie de l'égalité, et le mu2, je l'ai mentionné dans la première partie de l'égalité. Vous voyez aussi que j'ai supprimé mu0 de t, puisque en fait c'est la même valeur, puisqu'on parle toujours du même composé, le solvant. Ce qui revient à dire, si je mets tous les termes en Vm et P du deuxième côté de l'égalité, Vm, alors vous voyez que ça nous fait P1 moins P2, puisque les P0 vont se simplifier.
Et ceci est égal à Rn, RT, ln, x du solvant, égale moins Vm pi, en posant que pi égale P2 moins P1, et P2 moins P1, pi, c'est la pression osmotique de la solution. Comme la solution est diluée, X soluté est très faible, et donc on a vu qu'on pouvait passer donc de 1 moins X de X soluté à 1 moins X du solvant avec un développement limité. On arrive donc à RT X soluté égale Vm pi, mais ici ce que je vais faire c'est donc divisé par Vm, ce qui m'amène à pi égale RT X soluté sur Vm, mais vous vous rappelez que X soluté égale C soluté sur Vm, que multiplie Vm, donc X soluté sur Vm égale C soluté, et donc je vais pouvoir arriver à la relation pi égale CRT. Alors plusieurs choses, maintenant, afin d'être homogène, il faut que la concentration colligative soit en mol par mètre cube. En effet, nous avons pi qui est en pascal. Si je mets la concentration en mol par mètre cube, donc mol mètre moins 3, R en pascal, mètre cube, mol moins 1, Kelvin moins 1, et la température en Kelvin, vous voyez que Kelvin moins 1 et Kelvin vont se simplifier, mol et mol moins 1 vont se simplifier, mètre moins 3 et mètre cube vont se simplifier, il nous restera donc des pascals du deuxième côté du signe égal. Enfin, dernière chose, deux solutions qui sont à des concentrations colligatives différentes vont présenter des pressions osmotiques différentes et on peut dire que systématiquement le solvant va migrer vers la solution la plus concentrée.